Et donc, je laisse la parole à Yacine Chaïb pour nous parler de cette éducation informelle. Tu veux venir ici ou tu restes ici? Alors, je reste ici, moi. Bonjour, je m'appelle Yacine Chaïb, je suis inspecteur jeunesse et sport et sociologue. Quand j'ai eu la proposition de participer à cette journée, donc les représentations culturelles et les pratiques éducatives, ça m'a rappelé une action que j'ai menée dans les Bouches-du-Rhône en 2003. Dans mon parcours, j'ai travaillé au FASIL, je sais pas si c'était le Fonds d'action sociale, intégration et lutte contre les discriminations. Après, je suis devenu l'accès. Donc, j'étais chargé de mission et après directeur régional. Et depuis, j'ai intégré l'État. Et donc, je suis inspecteur à d'Azen de la Somme. Donc, en 2003, j'étais chargé de mission intervention sociale dans les Bouches-du-Rhône et je devais travailler sur l'intégration des populations immigrées. Et dans le nord du département des Bouches-du-Rhône, ce qu'on appelle la Drôme provençale, du côté de Château-Renard, on avait beaucoup de saisonniers marocains. Et il y a eu des regroupements familiaux qui se sont faits, et ils ont fait venir leurs jeunes femmes. Et à partir de là, ces femmes étaient en milieu rural, isolées, elles ne connaissaient pas le français. Et j'ai fait un travail de développement local. Premièrement, faire une action intercommunale pour pouvoir recruter un formateur. Et avec mes partenaires, avec l'ADMR, l'association à domicile en milieu rural, avec le CCAS, et puis l'école et la communauté éducative. Donc j'ai mis en place des ateliers d'écriture pour que ces femmes puissent apprendre le français. Donc comment ça s'est passé? Alors attends, juste. Si tu viens ici, tu peux poser ton papier sur la table. Hein. Non, ce que j'ai fait, j'ai fait falloir un temps plein pour que j'ai un formateur qui puisse prendre 54 femmes sur plusieurs communes pour mettre en place des ateliers. Et après cela, ce qui était intéressant, c'est à cette époque-là, je peux vous rappeler, c'est qu'en 2003, on parlait du CAI, du contrat d'accueil et d'intégration, et on faisait le lien entre contrat d'intégration et contrat d'enracinement. Et à partir de là, j'ai utilisé l'alphabétisation de ces femmes comme un moyen de pratique éducative. J'ai utilisé comme méthodologie, c'est que j'ai fait appel à Paulo Freire sur l'alphabétisation de conscientisation. Ce n'est pas simplement de leur apprendre à lire et à écrire, aller à l'école. Il fallait aussi que par cette socialisation, elles prennent conscience de leur, du chemin parcouru, de leur situation. Elles étaient tristes. Et par exemple, j'ai des témoignages. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des photos pour les faire parler et écrire. Donc, j'ai utilisé ces écritures et j'ai analysé ces écritures-là. Donc, je peux vous donner quelques exemples pour vous montrer que grâce à ces ateliers d'alphabétisation sociale, elles ont manifesté leur exil. L'avion atterrit à Marignane, c'est l'hiver, mon mari m'attend, j'ai 18 ans et je suis triste. Il n'y a pas d'eau dans le train, j'ai très froid. Mon ami Alima pleure beaucoup. Nous avons laissé nos parents au pays. Tout nous semble noir ici. J'arrive de Casablanca. Là-bas, il faisait toujours beau. Je suis né au Maroc, à la campagne, entre Oujda et Berkane. Notre maison est grande et tout autour. Donc, j'ai plein de témoignages comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est on voit bien comment on a, par une école informelle, fait sortir de la double solitude ces femmes, la solitude d'être seule et d'avoir la barrière de la langue. Par ces ateliers, on a utilisé la méthode de l'alphabétisation de conscientisation, c'est-à-dire qu'elles regardent des photos, elles les commentent, après elles écrivent, et au fur et à mesure, elles ont fait des petites écritures qu'on a rassemblées dans un livre. Et à partir de là, on voit bien que la langue peut être aussi un moment d'enracinement. Et donc, ou bien ils travaillent sur l'identité relation, ou l'identité racine. Et sous ils étaient partagés entre les deux. Et donc, dans mon travail, je montrais que, je dirais que c'est pas simplement apprendre la langue pour pouvoir exister, c'est aussi s'enraciner et voir comment elles habitent la langue. Voilà, le
le papier, donc je pourrais vous transmettre le document. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on réfléchit maintenant, donc auparavant, on avait beaucoup d'actions dans les quartiers urbains ou sociaux, ce qu'on appelait les cours d'alphabétisation sociale. En 2007, on est passé à la commande publique. Donc on a un marché public, donc on a fait des lots et on a fait, comment dirais, sollicité par des marchés publics des organismes de formation pour mettre en place des formations linguistiques. Donc maintenant on prescrit aux nouveaux arrivants 200 heures, 400 heures. Il n'y a plus cette spontanéité, cette action informelle d'apprendre le français dans des centres sociaux sous de forme de ce qu'on appelle les cours d'alphabétisation sociale. Donc de plus en plus elles sont rares ces cours-là, et donc maintenant l'OFIC qui a repris donc les marchés publics, l'Office française d'intégration. Donc quand quelqu'un arrive dans le cursus de regroupement familial et de contrat d'accueil d'intégration, on lui prescrit des heures et il doit se rendre à une formation linguistique, s'inscrire. Donc là je me terminerai là, donc je suis à disposition pour des questions. Merci. Ça marche. Ah si, voilà. Merci beaucoup. Donc l'éducation informelle. Merci d'avoir cité Paulo Freire, la pédagogie de l'opprimé, qui est quand même le papa de toute l'intervention aujourd'hui d'actualiser en éducation populaire, donc en éducation informelle, et qui permet d'envisager justement tous les modes de communication qui ne sont pas directement liés à l'acquisition de savoir, comme le décrivait dans l'école Ahmed tout à l'heure. Est-ce que tout de suite, il y a une question? Oui, allez-y. Alors bonjour. Moi, j'ai pas exactement une question, mais en fait, je voulais juste rebondir en fait sur ce qui avait été évoqué avant, la question qui avait été lancée dans le public. C'est-à-dire, c'est la question qui interroge en fait quant au levier d'interculturalité au sein de l'éducation. Et moi qui ai été enseignant, je pense que j'ai peut-être quelques éléments de réponse sur des pratiques d'interculturalité en fait qui fonctionnent. Tout simplement, en fait, moi j'ai souvenance, par exemple, d'avoir été au lycée en Guadeloupe. La majorité de mes profs, ils étaient guadeloupéens, donc ils connaissaient la culture locale. Donc je peux pas dire que j'ai eu énormément de profs venant de l'Hexagone au lycée. Et donc du coup, j'avais des professeurs qui étaient directement... qui connaissaient la culture locale, et donc du coup il y avait cette situation d'interculturalité, et ça fonctionnait très bien entre d'une part les commandes qui venaient de Paris, puisqu'on fait partie d'une communauté nationale, donc en même temps il y a quand même un tronc commun au niveau de l'éducation, et en même temps on arrivait très bien à marier tout ça avec l'existence d'une culture locale qui est là, avec une histoire locale, des danses locales, le fait qu'il y ait des traditions culinaires locales, une histoire, une géographie qui est complètement différente. Donc moi j'ai vu des contextes où ça fonctionnait, et j'ai vu aussi des contextes où ça ne fonctionnait pas, comme en Guyane par exemple sur le fleuve, où là ça ne fonctionne pas du tout, parce que l'écrasante majorité des enseignants en fait ne sont pas issus de ces cultures bushinengue, ils maîtrisent pas les langues locales, ils viennent avec un bagage d'ethnocentricité, et donc forcément on peut pas faire vivre l'interculturalité dans ce type de contexte-là. Et en Guyane, sur le fleuve, moi j'ai vu des situations où ça fonctionnait mieux. C'est quand il y avait des enseignants qui étaient bushinengue, forcément au niveau de l'approche vis-à-vis des élèves, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Donc voilà, ce sont des gens qui ont grandi dans leur village, ils ont étudié à Cayenne ou ailleurs, ils sont revenus et ils sont dans l'éducation nationale, et ils arrivent à jongler entre le référentiel demandé par le rectorat et en même temps la culture des familles et des populations qui sont locales. Donc je pense qu'il y a quand même quelques leviers qui permettent d'être un petit peu optimiste pour l'avenir, je pense, s'il y a davantage d'enseignants bushinengue qui enseignent sur le fleuve. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ces messages. Il y a une question là-bas, tout au fond. Allô? Ouais. Oh, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. On vous entend. Donc, je voulais aussi rebondir sur cette question, excusez-moi. La question donc de Monsieur Ahmed tout à l'heure sur le fait que effectivement l'éducation nationale pouvait avoir aussi
possibilité de voir comment cette question de multiculturelle pouvait être abordée. Et la réponse que vous avez faite, monsieur Stéphane Tessier, ça me fait penser au film Le Cercle des poètes disparus, c'est-à-dire que l'éducation nationale qui est sur le fil du rasoir et qui est un petit peu en porte-à-faux par rapport à cette question. Moi, juste l'observation que je voulais faire, c'est que est-ce que s'il n'y avait pas cette actualité, justement, comme disait tout à l'heure monsieur, sur le fait qu'on associe le culturel à la migration, et aussi cette actualité de religion, est-ce que ça ne pollue pas un petit peu ce sujet de pouvoir l'aborder avec plus de légèreté sur l'enseignement et dans l'éducation nationale ? Alors là-dessus, je vais peut-être répondre, dans la mesure où on en a beaucoup parlé avec Mohamed. Ce colloque, ça fait 1 an et demi qu'on l'a préparé, à la suite d'un séminaire Créteil Solidarité, où Marie-Laure était intervenue, qui a eu un énorme succès sur ce thème pratique éducative, interculturalité. On avait une centaine de personnes, ce qui pour le département du Val-de-Marne était quand même beaucoup. Et on s'est dit qu'effectivement, avec l'actualité absolument brûlante qu'on traverse depuis quelques semaines, et puis les émeutes auxquelles il a été fait référence ce matin du mois de juin, il était peut-être un peu périlleux de se lancer dans ce débat, et qu'on risquait d'être attaqué justement, de vouloir surfer sur la vague de l'actualité. Pas du tout, hein, pas du tout. Aussi bien migration santé, comme l'a souligné Mohamed, justement pour bien montrer qu'il y a de l'antériorité dans la réflexion en migration santé depuis plusieurs dizaines d'années. Qu'un regard, qui est l'association que je représente, qui est aussi fondée sur les questions d'interculturalité depuis les années 90, nous n'avons pas du tout attendu qu'il y ait ces événements-là pour réagir à chaud. En revanche, il est hors de question aussi d'ignorer l'actualité. Elle est là. Elle est là. Et bon, on vient d'avoir un élément positif. Il est possible de faire des choses à l'école. Je pense que l'objectif de ce colloque aujourd'hui, c'est justement d'essayer de faire émerger les questions, mais aussi les éléments de réponse qui permettent d'avancer et de ne pas rester bloqué sur les ressentiments qui aujourd'hui sont trop chargés d'émotions négatives et qui bloquent un petit peu la réflexion un petit peu sereine dont ce thème a absolument besoin. Absolument besoin, parce que c'est un thème sur lequel toutes les institutions, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la santé, que ce soit le social, jouent aux 3 singes. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Parce que c'est plus confortable pour tout le monde. On protocolise, comme le soulignait Marie-Laure, donc on protocolise avec des éléments de catégorisation, ça fait de l'assignation identitaire. Tout le monde est content parce qu'on rentre dans des cases. Mais ça ne correspond absolument pas aux besoins. Alors aujourd'hui, on vient d'avoir donc un exemple positif en Guadeloupe. Essayons peut-être, et je suis très heureux justement que l'atmosphère depuis ce matin était sereine, de mettre un peu de côté la chaleur émotionnelle que nous traversons actuellement au travers des médias et continuons le débat serein. Voilà, c'est ce que je vous propose. Un petit mot, si vous me permettez, et puis après. Par exemple, il faut savoir qu'il y a 400 millions qui parlent français, donc les pays francophones, et les écrivains, les productions en français, c'est à l'extérieur, la majorité, c'est à l'extérieur de l'Hexagone. Et il faut prendre aussi que ce n'est pas un étrocentrisme, comme ça a été dit, mais c'est aussi de recevoir. Il ne faut pas attendre que la Guyane ait son indépendance, ou la Guadeloupe, ou la Réunion, je ne sais pas qui, pour qu'enfin on étudie l'histoire de son pays, son héritage, et on valorise sa langue. Moi, j'étais dans l'école française et marocaine, donc on nous apprenait le français, les mathématiques, l'histoire aussi en français, mais aussi, à côté, il y avait l'arabe, et j'ai appris l'arabe, j'ai produit des livres en arabe, c'est pour vous dire, donc on peut produire en français aussi, et on apprenait aussi l'histoire de son pays, de sa nation. Donc il n'y a pas d'antinomie. On peut avoir, par exemple, la langue guyane valorisée. C'est une langue qui a un peuple qui est derrière, la Guadeloupe, et comme les pays francophones. Donc il faut qu'ils apprennent que l'ethnocentrisme, c'est tu. Même la coquille, on se retrouve. On ne peut pas se calfeutrer si on ne s'ouvre pas sur les autres expériences.
Merci, hein, c'est l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, allez. Le micro est là. Non, oui. Ça marche? Non, je monte à la régie. Essayez-le. Bonjour. Je voudrais témoigner de la grande souffrance des gens qui sont sur le terrain. Parce que là, on parle des institutions, les inspecteurs, les ministres et tout ce que vous voulez. Mais sur le terrain, il y a des professionnels de toutes les disciplines qui sont en difficulté parce qu'ils sont coincés entre des injonctions qui leur descendent dessus, le public auquel ils ont affaire et leurs propres valeurs. Il est extrêmement difficile de répondre, alors pour les enseignants, puisque c'est mon corps d'origine, à toutes ces injonctions, ces évaluations, etc., et les besoins réels des enfants et des familles qu'on a en face de soi. Et pour les professionnels, alors de l'enseignement, mais de tous les métiers du social, de pouvoir répondre à ces deux catégories, hein, à savoir, mon institution me demande ça, mais moi, au nom de mes valeurs et au nom des besoins du public que j'ai en face de moi, je ne peux pas. Je suis coincée. Et je suis en train de naviguer chaque jour pour pouvoir concilier à peu près les deux, donc de ne pas faire un travail qui permettrait à l'immense majorité des enfants et des familles d'être dans la réussite. Non, mais ça, il y a deux choses. L'institution, elle est faite d'acteurs, et vous êtes des acteurs de l'institution. C'est très clair que nous sommes tous des acteurs de l'institution. Moi, je continue aussi à être sur le terrain, et nous vivons cette souffrance. C'est bien pour ça qu'on fait des formations, Marie-Laure en a parlé ce matin, Migration Santé en propose, pour accompagner. Pour autant, cette position d'être entre le marteau et l'enclume, c'est aussi la position qui fait le sel du travail. Si on était juste des exécutants à mettre en place des protocoles informatisés, Google prendrait notre place. Hein, vous savez, l'intelligence artificielle, la bêtise artificielle, ce serait très facile de faire un algorithme pour dire tiens, j'ai un migrant qui arrive, qu'est-ce que je fais, bénéfice, machin et tout, et je lui donne. Non, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est vous les acteurs, nous les acteurs et actrices, qui faisons que c'est de l'humanité qui passe là-dedans. Sinon, mais c'est pénible. Et c'est là où la question de l'encadrement, de l'accompagnement, du soutien et surtout de la réflexion collective institutionnelle sur la diversité culturelle s'impose. Là-dessus, je suis d'accord. Mais je pense justement que ça nous fait une transition, Ahmed. Juste une petite remarque historique. Je crois tous, en tant qu'acteurs, on oublie quand même, depuis les 30 Glorieuses, le phénomène de crise dans nos sociétés. Il y a les 4 institutions principales qui sont en crise. L'État est en crise, l'entreprise est en crise, l'école est en crise et la famille est en crise. Certains sociologues parlent même de crisologie, ça devient une sous-discipline de la sociologie. Donc ces crises ont des influences sur les acteurs, mais on reste des acteurs quand même. Les acteurs sont aussi en crise. Mais la crise, c'est la révélation. Il ne faut pas oublier en grec, crisis, c'est la révélation. Comme l'Apocalypse, c'est la révélation. Donc il y a des choses qui se révèlent avec la crise.